Bonjour à tous, alors au programme cette semaine, les États-Unis avec les midterms, deux nouvelles révélations d'agressions sexuelles dans l'église, le bateau Ocean Viking qui semble avoir enfin trouvé un port d'accueil, le départ de la route du Rhum, et on fera un bref tour de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en fin de vidéo. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 90e revue d'actualité. Alors avant de commencer cette nouvelle revue d'actualité, je vous rappelle de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime et un commentaire à cette vidéo, c'est très important pour nous. Et on commence cette revue d'actualité avec ces élections outre-Atlantique. Aux États-Unis, l'énorme vague rouge n'a finalement pas eu lieu. Plus surprenant encore, c'est Donald Trump qui est le plus grand perdant de ces élections de mi-mandat. Bon, rapidement les midterms, mais qu'est-ce donc que ceci? Le président américain est élu pour un mandat renouvelable une fois, tous les 4 ans. Et tous les 2 ans, le Congrès est renouvelé par de nouvelles élections. Le Congrès, c'est comme chez nous, un système bicaméral avec une chambre haute et une chambre basse. Ici, le Sénat qui comporte 100 membres et la Chambre des représentants avec 435 membres. Pour cette dernière, le Parti républicain bénéficie d'une avance considérable avec plus d'une vingtaine de sièges d'avance sur leurs concurrents directs, les démocrates, qui peuvent eux se réjouir de tenir le bras de fer au Sénat, où l'issue reste encore incertaine, mais où le fort déséquilibre annoncé n'est plus. Les résultats définitifs seront connus dans les prochains jours. À noter tout de même, l'État de Géorgie semble être de nouveau l'état clé pour faire basculer le Sénat dans un camp ou dans l'autre. Et le sénateur démocrate actuel de l'État de Géorgie remettra son titre en jeu le 6 décembre prochain. Le grand perdant de cette élection semble être Donald Trump, qui a perdu son pari d'une gigantesque victoire républicaine, mais surtout Ron DeSantis, son grand rival, lui a largement volé la vedette en s'imposant à près de 60% des voix. Il est déjà considéré comme le futur par la presse américaine conservatrice. Allez, on reparle maintenant de l'Ocean Viking, le fameux bateau responsable d'une saillie honteusement raciste la semaine dernière à l'Assemblée. On a d'ailleurs débunké cette gigantesque escobarderie de la France insoumise dans une précédente vidéo. Mais cette fois, l'actualité semble vouloir s'intéresser au fond de l'affaire. Et en l'espèce, on parle d'un énorme bras de fer entre la France et l'Italie sur la destination portuaire du bateau qui compte encore, depuis une vingtaine de jours maintenant, 234 migrants à son bord. Giorgia Meloni, fraîchement nommée première ministre du gouvernement italien, a d'abord refusé l'accueil des migrants sur son sol avant de souhaiter accueillir seulement les plus vulnérables. Alors on rappelle la règle européenne en la matière, c'est le port le plus proche qui doit faire accoster le navire chargé de migrants secourus. C'est l'application directe d'un principe de droit maritime que prévoit la Convention internationale de 1974. En mer, toute personne en situation de péril doit être secourue. Bon, et ça vient de tomber, Gérald Darmanin a annoncé que ce sera le port de Toulon qui accueillera l'Ocean Viking vendredi matin. Quelle chance pour la France. Et on avait eu le droit à un autre élan de bonté cette semaine de la part du maire de la cité phocéenne, Benoît Payan, qui a tout simplement déclaré que si ça s'avérait nécessaire, Marseille est en capacité. De quoi changer le paysage de la Canebière. Non, je déconne, il m'est arrivé une fois en me promenant sur la célèbre avenue d'entendre parler français. Et nouvelle affaire d'agression sexuelle dans l'église de France, après de nouvelles révélations concernant des abus sexuels perpétrés par des évêques. En l'espace de 3 semaines, 3 scandales de ce type ont éclaté. Lundi dernier, l'Assemblée de la Conférence des évêques de France a relayé qu'11 évêques ou anciens évêques étaient visés par des suspicions d'agression sexuelle. Le cardinal Ricard, ancien patron des évêques de France, on parle bien d'un cardinal, en est lui-même allé de ses propres aveux, explique avoir eu un comportement répréhensible il y a maintenant 35 ans sur une fille de 14 ans. Mais cette fois, on ne parle plus de simples prêtres, mais bien d'évêques, ce qui ébranle davantage la communauté des fidèles. Et puisqu'on parle de la Sainte Église catholique, le pape François était en déplacement à Bahreïn samedi dernier et il a demandé aux musulmans une cohérence et des actions concrètes contre l'extrémisme religieux. Il propose même une feuille de route à l'islam avec 3 axes de réflexion. La place des femmes dans les sociétés musulmanes, la défense des droits fondamentaux des enfants, tiens donc, et le gros dossier de la citoyenneté des chrétiens en terre d'islam. Parce que pour rappel, presque aucun pays musulman ne reconnaît une pleine citoyenneté civile et politique aux chrétiens. Il souhaite enfin, selon ses propres mots, que l'Orient et l'Occident ne ressemblent pas à 2 mers opposées et que nous naviguions ensemble sur la même mer, avec comme cap la rencontre plutôt que l'affrontement. Et en parlant de navigation, après l'Ocean Viking et les grandes orientations de la papauté, on souffle un peu avec le départ de la route du Rhum. C'était hier à 14h15, depuis la pointe du Groin près de Saint-Malo en Bretagne. L'objectif, rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'est l'arène des courses transatlantiques en solitaire qui a lieu tous les 4 ans. Pour cette 12e édition, donc 138 fous furieux se sont élancés à bord de leurs multicoques et monocoques respectifs. Bonne chance à tous les skippers, on salue évidemment leur courage. Et pour rester dans l'actualité sportive, hier soir, Didier Deschamps a annoncé sa liste
liste tant attendue pour le mondial, 25 joueurs qui auront la lourde tâche de défendre le titre au Qatar dans 10 jours. Et cette liste a beaucoup fait réagir. Sur Twitter notamment, on dénonce certains choix du sélectionneur comme celui de Jordan Verretou, milieu de terrain de l'OM. Pourquoi t'appelles Jordan Verretou? C'est toujours un peu comme ça dans l'avant Coupe du Monde. Chacun y va de son petit commentaire, de quoi faire oublier un peu les scandales liés à son pays d'accueil. Et en dernière actualité, justement, cette semaine, je vous propose de faire un petit tour sur les réseaux où il se passe pas mal de choses cette semaine. Alors on aurait pu choisir de vous parler de cette affaire de conflit d'intérêts qui touche cette fois la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, visée par une enquête de la Haute Autorité pour la Transparence suite à des révélations sur des parts détenues par ses enfants qui étaient alors mineurs dans une société basée sur des fonds domiciliés en partie dans des paradis fiscaux. Elle avait alors signé en tant que représentante légale, évidemment, ses enfants étaient mineurs, et elle aurait tenté de dissimuler tout cela. On apprend alors que son père avait dirigé la société pétrolière Perenco, un comble pour une ministre de la Transition énergétique, mais bon, c'est quasiment toutes les semaines qu'un membre de la Macronie est accusé de quelque chose et ça ne donne jamais lieu à une sanction. Alors non, dans l'actualité cette semaine, en bref, on a pu voir Charles III slalomer avec un flegme royal entre les œufs qui lui étaient jetés. On a vu Jordan Bardella remettre à sa place une journaliste de Mediapart après le triomphe de sa victoire interne au RN. Répondez sur le fond. Vachement relou de faire depuis 10 ans les mêmes articles. Attention, vous allez vous faire mal. Toujours sur le sujet internet donc, Facebook a annoncé la suppression de 11 000 posts en raison de l'échec cuisant que connaît Meta. Zuckerberg a annoncé en prendre la responsabilité et lui, il a le droit. Quand Elon Musk a supprimé des emplois chez Twitter, c'est tout de suite devenu un énorme scandale. Et pour finir, on a vu également les militants de dernière rénovation se faire soulever par des automobilistes excédés. Bah oui, eux ils bossent. Alors ils avaient décidé de bloquer le périphérique parisien pour protester contre... Bon... Au bout d'un moment, s'accrocher à des poteaux, se coller la main, bloquer le périph', jeter des trucs sur les tableaux, commencer des guérillas urbaines avec la police, les militants écolos finissent par desservir leur propre cause et c'est un peu ce que l'on pourrait appeler les bouffons du climat. Toujours un petit peu de pub. Allez, c'est déjà la fin de cette revue d'actualité. On vous souhaite à tous un excellent 11 novembre, l'occasion pour rappeler... Voilà, c'est quand même un peu mieux comme ça. L'occasion pour tous de se remémorer un peu à quel point la Grande Guerre a pu être effroyable. C'était il y a plus d'un siècle maintenant. Moi je vous dis à bientôt et vive la France.